Mais je pense qu'en 2025, la pédiatrie est très différente de ce que c'était peut-être il y a 10, 15, même 20 ans. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les médecins spécialistes des enfants, médecins spécialistes en pédiatrie. Premièrement, c'est une spécialité. Notre spécialité c'est pas pour s'occuper des enfants en bonne santé, c'est pas par des suivis d'enfants normaux, c'est pas pour s'assurer que tout est correct. Nous, on rentre en jeu avec notre expertise, avec le nombre d'années de formation qu'on a, qui est la même longueur que nos collègues qui sont chirurgiens cardiovasculaires et autres et neurochirurgiens. C'est d'être capable d'être là quand l'enfant va pas bien et est malade. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Café des spécialités, un balado du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, un balado qui vous aide, vous les apprenants en médecine, à choisir la spécialité qui vous correspond le mieux. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Dr. Dan Davino, pédiatre hospitalière de l'Hôpital pour les enfants de Montréal. Bienvenue. Merci. Donc, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de vous? Oui. Donc, je suis pédiatre hospitaliste, c'est-à-dire que je focus ma pratique sur les enfants qui sont hospitalisés. En milieu académique, j'ai aussi une petite pratique dans des cliniques spécialisées comme membre d'une équipe multidisciplinaire où est-ce que je joue évidemment le rôle de pédiatre, consultant pour ces équipes-là. Donc, la majorité de mes heures de service sont à l'étage avec les enfants qui sont hospitalisés, donc soit avec des infections, des problèmes qu'on doit investiguer. Je dirais un peu de tout. On ne sait jamais ce qui nous attend quand on prend notre semaine de service. Les seules choses que je vois pas, c'est les enfants qui ont besoin de chirurgie, besoin de soins intensifs et aussi, par exemple, tout ce qui est problème oncologique, on a des services spécialisés ou psychiatriques, on a des services spécialisés. Donc, tout le reste, souvent, devient un peu le type de patient que je vais m'occuper. Ben, c'est vraiment bien parce que moi, en tant qu'étudiante en médecine de 3e année, je suis vraiment intéressée par pédiatrie. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir en tant qu'invité. Donc, sans attendre, on va aller vers le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, Dr. Dan Davino, à aller vers la pédiatrie? Y avait-il un moment où vous saviez que ça, c'est mon domaine? J'ai souvent cette question-là. Quand je regarde mon parcours, déjà comme adolescente, je travaillais avec des jeunes enfants. J'avais beaucoup de plaisir à travailler avec les tout petits. Je travaillais comme animatrice de camp de jour. J'avais toujours un intérêt d'apprendre ce que eux aimaient, de m'émerveiller de comment ils apprenaient, des choses qu'ils intégraient, comment ils comprenaient la vie. Et j'avais énormément là, de plaisir à les regarder aller autour de moi. Donc, j'ai toujours été émerveillée par les jeunes enfants. Quand je suis allée en médecine, toutes les idées qui me passaient en tête d'aller en spécialité, c'était toujours autour des enfants. Donc, que ce soit chirurgie, peut-être pédiatrique, ça c'est quelque chose que j'ai considéré, peut-être même un peu plus focusé sur le trauma, mais pédiatrique. Après ça, ça a été plus soins intensifs pédiatriques. Donc, j'avais beaucoup de toujours ça revenait à ça. Éventuellement, bon, on rentre en pédiatrie générale, puis j'ai décidé là, de rester comme pédiatre académique et non pas de faire là, une surspécialité comme on peut faire là, en pédiatrie. Rester le plus général possible, mais quand même en milieu hospitalier. Ça, c'est intéressant de savoir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que dès qu'on choisit une résidence, ben, il va falloir penser à une surspécialité. Donc, si on a un moyen de faire juste comme, plus généraliste, mais comme vous, être plus du côté académique, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à considérer. Exact. J'ai presque choisi l'idée d'aller en éducation médicale parce que j'ai quand même fait pour ma formation de pédiatre académique une maîtrise en recherche en éducation médicale. Ça a presque venu en même temps le choix de faire la pédiatrie puis l'éducation médicale. J'avais des mentors qui, comme patrons, comme professeurs à l'université, pas des pédiatres, m'inspiraient par leur approche là, à l'éducation, mais aussi de comment et pourquoi on enseigne de telle façon. La conférence ici, ICRE, c'est la première conférence en éducation médicale que je suis venue à peu près en 2003. Celle qui m'a ouvert les yeux vers la profession de clinician educator, donc en éducation médicale. Donc, c'est vraiment été pour moi les deux passions qui ont toujours été en parallèle. Donc, ICRE, c'est souvent
je vois comme au fond, quand j'ai ouvert les yeux sur ce qu'on peut faire. Oui, je suis pédiatre généraliste, puis oui, on n'a pas besoin de faire une spécialité, mais je pense que pour n'importe qui veut travailler en milieu académique, il faut choisir un focus, que ce soit en éducation, en administration médicale, en amélioration de la qualité. Il y a toutes sortes de domaines. Donc, ceux qui viennent retourner là, dans les grands centres, c'est souvent avec une formation complémentaire qu'on appelle, donc aller chercher une profondeur dans un des domaines connexes à tout ce qui est si on peut dire un milieu académique. Donc, dans mon cas, c'était l'éducation médicale. Donc, ça a été ça mon focus. Puis, comme un peu clinicienne, mais c'est la pédiatre là, des tâches que je fais. C'est vraiment intéressant parce que euh, honnêtement, je savais pas qu'il y avait cette option-là aussi. Moi, j'ai toujours pensé que comme si tu fais ta résidence, puis là, après ça, comme tu es obligé de choisir ce qui est comme les spécialités qui sont là. Donc, merci de m'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on va continuer et il y a une question que moi je voulais poser. Donc, quelle est la partie la plus gratifiante du travail avec les enfants et leur famille? C'est quand ils vont mieux. Je dirais que donner le congé à un enfant après une hospitalisation prolongée où les parents arrivent avec cet enfant-là qui est malade, qui va pas bien, ils sont inquiets, ils comprennent pas, ils pensent que ce qui est en train d'arriver va avoir des conséquences à long terme. Souvent, non. Donc, je pense que les enfants, au niveau physiologique, sont très résilients. Donc, souvent, avec les bons soins, ils vont s'améliorer, retourner à la maison en bonne santé. La résilience des parents, puis comment tout le monde s'active autour d'eux pour faire ce qui a besoin d'être fait pour l'enfant. Je pense que se voir ça au quotidien, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant aussi. C'est vraiment intéressant comme vous le dites. Tu sais, il y a beaucoup de monde, on a un petit peu d'idées c'est quoi la pédiatrie. On pense que comme, tu sais, c'est des médecins pour les enfants, mais je pense que la population générale aimerait savoir si vous pouvez décrire selon vous, c'est quoi la C'est quoi la pédiatrie? Mais je pense qu'en 2025, la pédiatrie est très différente de ce que c'était peut-être il y a peut-être 10, 15, même 20 ans. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les médecins spécialistes des enfants. Donc, médecins spécialistes en pédiatrie. Premièrement, c'est une spécialité. Notre spécialité ne s'occupe, c'est pas pour s'occuper des enfants en bonne santé, c'est pas par des suivis d'enfants normaux, c'est pas pour s'assurer que tout est correct. Nous, on rentre en jeu avec notre expertise, avec le nombre d'années de formation qu'on a, qui est la même longueur que nos collègues qui sont chirurgiens cardiovasculaires et autres et neurochirurgiens. C'est d'être capable d'être là quand l'enfant va pas bien et est malade, ou est-ce qu'on doit s'occuper d'un enfant qui est dans un milieu familial avec tout son soutien. Donc, nous, quand on s'occupe d'un enfant, c'est pas jamais juste une personne, il y a presque à 100% des temps, des parents qui sont là ou un milieu social qui doit être intégré dans les soins. Donc, c'est aussi spécial parce que souvent l'enfant ne peut pas nous expliquer qu'est-ce qu'il a. Donc, j'ai quelqu'un qui m'avait déjà dit, c'est comme un hybride entre être détective puis être vétérinaire, c'est-à-dire que notre patient ne peut pas nous parler souvent, donc on doit se baser sur nos observations. Donc, sans observation, l'examen physique, avoir des parents, donc by proxy, comme on dit en anglais. Donc, l'information nous vient de d'autres, des parents qui essaient d'interpréter les symptômes chez leur bébé. Évidemment, on utilise des tests, on utilise des examens, mais on sait qu'en pédiatrie, chaque prise de sang, chaque test pour l'enfant, c'est comme si on les punissait. Moi, je me souviens d'un enfant qui pleurait parce qu'il comprenait pas pourquoi on devait lui faire des prises de sang, puis qui éventuellement nous a dit à tous, dans la salle, les parents, nous, les médecins, les étudiants, ben, je savais que j'aurais pas dû être méchant avec mon frère. Puis c'est pour ça que vous me faites mal, puis que vous me faites des piqûres. Puis là, évidemment, tout le monde dans la salle, et incluant moi, on est tous à peu près partis à pleurer parce que l'enfant, lui, il a intégré ce qui se passait comme étant une punition et il avait fait le lien entre elle peut-être chicaner avec son petit frère ou quelque chose comme ça. Puis c'est un rappel de finalement que tous les tests ont un impact. Donc, on aussi essaye de minimiser les investigations. Fait qu'il y a beaucoup de jugements cliniques. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire mal à un enfant pour avoir cette information-là ou est-ce que je peux pas l'avoir autrement? Donc, c'est vraiment une pratique qui est très délicate, très particulière, qui demande des, des, euh, des compétences très différentes de s'occuper d'un adulte. L'autre chose, c'est que les gens réalisent probablement, mais qu'on s'occupe des enfants prématurés, donc un enfant qui est tout petit, de quelques centaines de grammes, donc 600, 700 grammes, jusqu'à un jeune de 18 ans, puis des fois, on a des permissions particulières des enfants plus grands. Donc, comme j'ai toujours, j'ai des bébés que je peux prendre dans mes bras, puis des fois, j'ai des patients qui pourraient me prendre dans leurs bras parce qu'ils sont
peu près 2 pieds de plus que moi. Donc, je pense que c'est aussi d'être capable de s'ajuster. Puis évidemment, on n'a pas la même approche avec un joueur de basketball qui s'est fait mal puis ou qui a un problème de santé X, Y, Z versus un bébé qui est là puis qui peut pas nous parler. C'est vraiment intéressant parce que justement, la pédiatrie, l'âge est tellement différent. Comme vous avez dit, on peut avoir un bébé de 1 jour, comme on peut avoir comme un ado de 17 ans. Comme vous avez expliqué que, dépendamment de la clientèle qui est devant vous ou la patiente qui est devant vous, est-ce qu'il faut que vous adoptez vos approches un petit peu? Tout à fait. C'est sûr qu'en plus, il y a un contexte légal, c'est-à-dire tous les enfants au Québec, où est-ce que je pratique, à partir de 14 ans, ils ont droit à leur confidentialité et à prendre leurs décisions. Donc là, le concept des parents est un petit peu différent. Ils sont là plus en support, en collaboration. C'est sûr qu'on a des enfants extrêmement complexes qui sont pas capables de prendre leurs décisions, que ce soit l'âge. Mais on essaie le plus possible de les impliquer, même les tout petits, leur donner des choix et les impliquer dans ce qu'ils peuvent contrôler, là. Moi, je dis toujours, tu sais, on essaie de garder les enfants à l'hôpital le moins longtemps possible. Il y a un énorme impact sur la famille de pas être capable de travailler, de pas être capable de faire leurs choses. Donc, dès que l'enfant est malade, il y a un impact sur les gens autour d'eux. Donc, on essaie de garder les enfants à l'hôpital le moins longtemps possible. On utilise le jeu. On essaie de rendre l'hospitalisation la plus agréable. Donc, il y a beaucoup de ressources puis d'investissement de temps des gens pour que ça soit facile. Pour les enfants qui sont pas là par choix. Donc, souvent, c'est sûr que quand il y a quelque chose à un enfant, c'est très rare qu'ils ont contribué à la situation. Des fois, chez les adultes, bon, les gens ont fumé, les gens ont fait des mauvais choix. C'est très rare qu'un enfant est responsable de ce qui lui arrive. Donc, c'est aussi là, l'approche qu'on a là, quand on s'occupe d'eux. C'est vraiment intéressant. Tu sais, à vous entendre parler, comme je réalise que la pédiatrie, c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup plus un côté empathique et émotionnel qu'il faut comme travailler à avoir justement pour être avec les enfants et la famille. Donc, je me demandais, tu sais, nous, quand on pense à la pédiatrie, oh, ça doit être belle, ça doit être un beau domaine. Genre, tu sais, on a tout le temps comme, on travaille avec les enfants, mais est-ce que c'est dur de travailler avec, tu sais, qu'on sait que l'enfant est malade puis qu'il est vraiment malade, genre? Oui, mais moi, je trouvais ça plus dur comme étudiante de travailler avec les personnes âgées. Je pense que le concept d'avoir perdu certaines choses que les gens avaient, qu'ils ont pu, me faisait beaucoup de peine. Avec les enfants, mais c'est l'inverse. On travaille pour essayer de leur redonner un petit peu puis ça fonctionne, ce qu'ils avaient perdu, et ils ont une vie devant eux. Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est relatif à chaque personne. Je pense que on est empathique, on n'a pas le choix. Les enfants sont très bons à détecter qu'on n'est pas honnête. Donc, on doit interagir avec eux puis gagner leur confiance. Une fois qu'on a gagné la confiance des enfants, on a la confiance des parents. Donc, oui, il faut être empathique parce qu'il faut lire les enfants puis être capable de se mettre à leur hauteur, à leur niveau, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi ils ont peur, pourquoi ils pleurent. Pourquoi ils pleurent, il faut être capable aussi de gérer ça. Un enfant qui pleure, qui a mal, des fois, on n'a pas le choix, il faut s'excuser, mais on sait qu'on le fait pour leur propre bien. On gère aussi les parents qui ont plein d'émotions par rapport à ça aussi. Mais je suis pas sûre que c'est une pratique qui est plus émotionnelle que les autres. Je veux dire, je pense qu'encore là, c'est relatif. Travailler en oncologie, en cancérologie, moi, je trouverais ça presque impossible. Donc, je pense que c'est une question de personnalité, tu sais, où est-ce qu'on veut faire la différence? Où est-ce que ça nous fâche le plus qu'il y ait des gens incompétents? Moi, dans mon cas, d'imaginer un pédiatre incompétent, ça me fâcherait. Puis je me souviens d'avoir eu cette pensée-là quand j'étais étudiante, en me disant, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire ça, mais ne pas faire son maximum parce que les enfants méritent le maximum parce qu'ils sont complètement, ils ont pas de pouvoir dans ce qui se passe. En majorité des situations. Et puis, c'est un peu pour ça que je suis allée là-dedans. Donc, j'espère que je fais de mon mieux, puis que je fais mon maximum, puis que, tu sais, je suis là pour être sûre que les enfants que je m'occupe ont les meilleurs soins possibles, là, moi et évidemment là, l'équipe avec qui je travaille. Parce que ça se fait pas tout ça. Je pense que ça, c'est une autre caractéristique de la pédiatrie. Ça fonctionne pas tout ça. C'est tout à fait un travail d'équipe. J'ai eu la chance de l'observer moi-même pendant mes rotations. Tu sais, et ainsi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des choses par rapport à la pédiatrie que vous désirez démystifier? Mhm.
Ben, je pense que le plus gros mythe, là, c'est que c'est facile et qu'on joue avec des enfants en bonne santé. C'est l'inverse de ce qu'on fait. Je pense que un des gros travail des associations de pédiatres, c'est de faire valoir notre rôle comme spécialiste de la santé de l'enfant et d'être là pour montrer que c'est évidemment une spécialité à part entière qui mérite d'être valorisée autant des spécialités chirurgicales, par exemple, ou autres, où est-ce que on va jamais dire que le neurochirurgien, c'est pas quelqu'un qui a de la valeur, qui a des compétences particulières, qui est capable de faire un travail qui est unique. Je pense qu'en pédiatrie, le gros mythe, c'est que c'est quelque chose qui pourrait être fait par d'autres gens qui pourraient ne pas avoir le même type de formation. Donc, nous, on considère que notre travail, il est unique et notre formation nous prépare pour faire ce travail-là et que je pense que la majorité des pédiatres sont un peu fâchés quand les gens vont dire, oui, ben c'est ça, vous avez des petits patients, puis on est des petits spécialistes, mais comparé aux spécialités traditionnellement adultes ou qu'on entend plus parler. Donc, je pense qu'il y a cette espèce de fondement-là. C'est vrai qu'on fait des choses qui sont très générales, mais s'occuper d'un jeune en crise de détresse de santé mentale ou d'un bébé nouveau-né en détresse respiratoire parce que a attrapé une infection ou transporter un nouveau-né en choc pour aller dans un centre, c'est pas quelque chose que grand monde autre que les pédiatres sont capables de faire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu la chance de voir ça de mes propres yeux, donc j'avoue que c'est quelque chose de très spécial. Et donc, tu sais, avoir la chance de faire ça, je suis sûre que c'est gratifiant aussi. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des préjugés ou il y a des faits méconnus qu'on devrait savoir sur la pédiatrie? Sur la pédiatrie? Ben, probablement que c'est une résidence de 4 ans, sauf au Québec où est-ce qu'il y a une possibilité de faire de 3 ans, mais avec après ça une direction soit pour faire des années supplémentaires en pédiatrie générale où il y a des sous-spécialités comme on a déjà mentionné un petit peu, ou encore des domaines d'intérêt on peut aller creuser. J'ai des collègues qui deviennent pédiatrie sociale, soins complexes, pédiatre du développement, pédiatre spécialiste en médecine adolescente. Donc ça, c'est des domaines des fois qui peuvent être aussi rajoutés là, à la formation. Je pense que le mythe, c'est que les pédiatres suivent des enfants en bonne santé dans des cliniques, dans la communauté. Je pense que ça, c'est les vieux modèles. Dans la majorité des provinces, ce type de pédiatres-là, ils sont dans la 70 ans, puis ils vont prendre leur retraite incessamment. Donc, tout ce qui est soins des enfants en bonne santé va aller vers les IPS et vers les médecins de famille. Mais je pense que c'est ça l'évolution de la pédiatrie. Avec les prématurés qui survivent plus longtemps, les maladies plus complexes génétiques, on est capable d'utiliser des nouvelles technologies. Je pense que c'est l'évolution, je pense, qui est le mythe. C'est le fait que la pédiatrie a tellement évolué. C'est quelque chose d'intéressant parce que moi, avant de faire ma rotation, moi, je pensais que, tu sais, les pédiatres, c'était vraiment s'occuper des enfants en santé, puis, tu sais, c'est vraiment ça. Mais par la suite, quand j'ai fait ma rotation, je suis comme, oh non, c'est pas ça. C'est vraiment comme les enfants qui sont malades peuvent Ouais, les enfants en bonne santé n'ont pas besoin d'un pédiatre. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour certains. Ainsi, je voulais savoir si on venait plus un petit peu à la vie professionnelle. C'est quoi une journée typique pour vous? Donc moi, je suis hospitaliste. Donc, spécifiquement, je vais arriver le matin vers 8 heures. J'ai l'équipe de nuit, donc les résidents de nuit qui vont m'avoir fait qui vont me faire un transfert. S'il y a eu des questions ou des problèmes avec des patients admis sous mon nom pendant la nuit, ça se peut que j'aurais déjà parlé ou texté s'il y avait des choses qui allaient pas bien ou s'il y avait des choses qui étaient pas claires. Ensuite, on va faire notre tournée. Donc, une fois qu'on a reçu le transfert, on va des fois travailler un petit peu pour préparer les congés, mais après ça, on va aller faire la tournée. Donc, au chevet, avec les parents qui sont là, notre pharmacienne,
des fois d'une infirmière, pour voir un petit peu c'est quoi le plan de la journée, comment ça va, décider qui va à la maison, qui va pas à la maison. Les enfants sont hospitalisés souvent pas très longtemps. C'est un peu, il y a deux pôles. Soit c'est très court, soit ça va être très long. Et puis, donc, c'est de faire les plans, après les spécialistes qui suivent le patient, que ce soit des médecins, mais aussi des autres professionnels qui vont nous aider à s'occuper de cet enfant-là. Puis, évidemment, toujours en train d'essayer de préparer comment qu'on peut faire pour transitionner cet enfant-là vers la maison. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de suivi, former les parents, équipement, service dans la communauté. Donc, c'est un petit peu ça là, tout le temps. Puis, à la fin de la journée, vers 4-5 heures, souvent, mais c'est le transfert de fin de journée, les discussions de dernière minute. C'est sûr que là-dedans, on a des rencontres multidisciplinaires, on peut avoir des discussions un peu plus urgentes avec les parents. Et évidemment, bon, on répond, là, c'est des patients qui peuvent se détériorer, qui ont besoin de tests. Donc, c'est beaucoup d'organisation, de coordination. Mais ça, c'est parce que je suis hospitaliste, donc je pense que ça fait partie du rôle, là. Parfait. Sur ce, je voulais savoir, c'est quoi les urgences que vous voyez les plus fréquemment? Mettons, si on parlait du bread and butter, La pédiatrie, genre. Ben, c'est sûr, c'est les bronchiolites l'hiver, sauf qu'avec le vaccin du VRS qu'on a depuis l'année passée, ça a vraiment changé le visage des infections virales. Si cette saison est comme l'année passée, je dois dire, là, ça a passé de la raison presque principale des admissions, je dirais presque 50% des patients qu'on voyait l'hiver à presque plus personne, qui montre encore que les vaccins fonctionnent, ils sont sécuritaires, ils font une grosse différence. Donc ça, la bronchiolite, c'était le cas typique là, de la pédiatrie d'étage hospitalière. Beaucoup de pneumonie, évidemment, des pneumonies d'enfants sur oxygène, des crises d'asthme décompensées qui ont besoin d'être admis parce qu'ils ont besoin de soins. Beaucoup d'infections aussi. Donc, on est des très grands consommateurs d'antibiotiques. Pas parce que les enfants ont des virus puis qu'on traite, parce qu'il faut pas faire ça, les infections avec des antibiotiques, mais vraiment parce que les enfants souvent ont besoin d'antibiotiques intraveineux, donc ils vont être admis avec nous. Et puis, c'est ça. Je pense que je vous dirais ça, c'est comme les gros là, consommateurs de mon temps, c'est dans ce domaine-là. Puis de temps en temps, on a les premiers diagnostics de maladies chroniques. Donc, ce qui est intéressant aussi par notre domaine, c'est qu'il y a beaucoup de maladies auto-immunitaires, par contre, qui vont commencer à l'adolescence. Donc là, on est impliqué dans les premiers diagnostics des maladies inflammatoires de l'intestin ou autres conditions. Donc, souvent, c'est ça. Première présentation. c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas pensé que comme, tu sais, qu'on pense, oh, un enfant qui est à l'hôpital et tout, on va probablement penser, tu sais, c'est une maladie comme qui doit être quand même grave, mais tu sais, des affaires comme bronchiolite qui arrivent assez souvent, mais comme, c'est ça qui nous occupe le plus. Ça, c'est intéressant de savoir. Ensuite, ce que je voulais savoir, c'est pour un pédiatre, est-ce que vous direz que il existe un profil type en pédiatrie? Parce qu'il y a une étude sur le Psychopathic Personality Inventory, short form de PPI SF, a montré que les pédiatres obtiennent des scores plus élevés, en moyenne comme 148 avant les autres spécialistes comme chirurgiens. Donc, selon est-ce que ces résultats expliquent par quelque chose comme, tu sais, est-ce que les pédiatres sont plus immunisés contre le stress parce qu'ils vivent ça de jour en jour et... Je pense que, puis peut-être parce que j'avais vu les questions pour clarifier pour les gens, là, on n'est pas psychopathes, les pédiatres, mais je pense que les caractéristiques qui ressortent dans l'étude, c'était l'immunité au stress, fearlessness, puis je pense qu'il y en avait une troisième qu'on peut regarder ensemble, qui était le carefree non-planfulness, donc spontanéité, flexibilité, qui sont utiles dans un environnement l'imprévisible. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé là, quand j'ai lu votre question sur le fait que, parce qu'évidemment, j'étais restée surprise au début, et ça m'a fait sourire parce que je pense que les pédiatres seraient très contents d'entendre qu'on a scoré plus haut dans des compétences sur notre capacité de gérer le stress. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Comme je disais au début, les enfants, c'est des bons sont très bons à lire les adultes et ils sont des très bons baromètres de comme est-ce que je devrais-tu m'inquiéter puis est-ce que je devrais
être stressé, puis pleurer, puis avoir peur. Puis je pense c'est pas qu'on est immunisé, c'est que on travaille vraiment avec l'enfant au cœur et on est là comme humain, nous-mêmes, dans la situation qui a pas été choisie par l'enfant, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. On travaille en partenariat avec les parents, on travaille en équipe, on n'est pas tout seul. C'est rare que c'est sur nos épaules à nous. Donc, je pense qu'on s'appuie beaucoup sur la force de l'enfant, la résilience de l'enfant, la résilience du parent, la résilience des gens autour de nous. Je pense que c'est clair, c'est quoi notre why, c'est quoi notre pourquoi. Puis je pense que c'est très protecteur pour le stress. On le sait quand on voit un enfant qui va pas bien puis qui a peur, pourquoi on fait notre travail. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qui nous garde connectés avec notre passion. Puis je pense que c'est protecteur. Je veux dire, je pense que c'est clair quand il y a un enfant malade, tout le monde s'active autour d'eux. Les voisins, les amis, tu sais, je veux dire, on voit le support des parents qui s'activent, le support autour de justement eux-mêmes, les parents. Fait que c'est très, très, on dirait qu'on construit là-dessus. On utilise ça, j'ai l'impression, là. Mais c'est beaucoup plus des fois qu'on pense, là, comme au niveau de la communication, puis au niveau de l'approche. Puis je pense que c'est intéressant de voir qu'on a scoré différemment sur ces caractéristiques-là. Je pense que je vais changer ma signature là, de email pour dire que je suis fearless. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la caractéristique là. Ça me rend heureuse de voir ça là. Parce que oui, je pense que les pédiatres, on est des défenseurs des droits des enfants. Puis les gens se battent contre le système des fois. Puis je pense que c'est une belle caractéristique pour démystifier finalement le pédiatre gentil qui joue avec les enfants. Non, 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 c'est vraiment pas ça. Ça a l'air de ça parce que c'est le choix qu'on fait au niveau de l'approche de communication, mais c'est pas mal plus que ça en arrière. Fait que je suis fearless et je m'assume. C'est parfait comme ça. J'ai deux question un peu plus fun pour vous, mais avant ça, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez en ajouter pour parler avec notre audience aujourd'hui? Ben, moi, je pense que tout le monde devrait apprendre des enfants. Donc, tout le monde a des enfants autour de soi, tout le monde a des enfants autour d'eux. Prenez le temps de leur poser des questions, de leur demander d'expliquer pourquoi, comment ils voient les choses, surtout les tout petits, et puis de s'émerveiller avec eux, parce que je pense qu'on oublie de s'émerveiller, puis les enfants sont constamment en train de s'émerveiller de plein de choses, et puis des fois quand on a besoin de réaliser que, tu sais, mettre les choses en perspective, là, il n'y a rien de mieux que prendre un bébé dans ses bras ou de avoir une conversation sur les super-héros, sur les princesses avec un enfant. Je veux dire, ça remet les choses, ça remet les choses en place. Oui, ça nous met un petit peu les pieds sur terre. Exact. Puis ça nous fait mettre les choses en perspective. Puis je pense que je veux dire, moi, je m'étonne pas. C'est vraiment bien. Donc, pour les questions un peu plus fun. Tu sais, les enfants ont tendance à nous surprendre toujours, hein? Est-ce que vous avez un moment qui vous est resté comme dans le mémoire en étant comme super drôle ou touchant qu'un patient vous a dit ou a fait? Ben j'ai des petites choses. Je me souviens quand j'avais donné des vaccins à une petite fille de 18 mois. Puis c'était une petite fille que je suivais là, depuis la naissance, puis elle venait au rendez-vous avec ses parents. Puis là, bon, on avait fait les vaccins, c'est moi qui les avais donnés. Puis après ça, elle m'avait regardé avec des grands yeux pleins de larmes parce que ça lui avait fait mal. Puis, tu sais, elle était descendue des genoux de ses parents, puis elle était venue me serrer dans ses bras, puis c'est comme si elle se disait, mais pourquoi tu m'as fait mal? Je t'aime tellement, puis là, tu me fais ça. Puis elle venait me serrer dans ses bras, c'était ça sa réaction, comme pour qu'on se réconcilie, puis c'était vraiment spécial comme moment, puis c'est la seule fois qu'un enfant m'a fait ça. L'autre chose, ça vient de mes propres enfants, parce que j'ai 3 grands garçons adolescents. Donc là, maman, c'est sûr que la fin de semaine était souvent à l'hôpital. Maman elle manquait soit Noël, soit le jour de l'an. Souvent, je disais que j'allais arriver à telle heure, mais j'arrive pas du tout à l'heure que j'avais dit. Donc, à un moment donné, nos propres enfants, ils vont commencer à essayer de trouver une façon de, eux autres aussi, tu sais, me dire, moi aussi, je suis important. Puis, je m'étais fait avertir par un autre collègue pédiatre qu'à un moment donné, tu vas voir tes enfants, ils vont comme faire semblant d'être malades. Puis,
au fond, c'est pas parce qu'ils veulent que tu t'occupes d'eux comme une pédiatre, mais c'est parce qu'ils veulent que tu t'occupes d'eux tout court. Donc, je me souviens encore quand un de mes garçons était venu me voir avec un bobo qu'il avait. Puis, tu sais, je veux dire, lire la situation puis de réaliser qu'au fond, ce qu'il voulait, c'était juste jouer avec moi. Fait dire, hey, puis on va aller lire un livre, ça te tente? Ah oui, OK. Tu sais, finalement, le bobo, il était pas vraiment là. Mais je pense que c'est aussi, comme maman, médecin, de comme qui élève des enfants, qui élève des adolescents, c'est toujours aussi c'est ça, de voir l'impact que ça a sur nos propres familles, parce que veux pas, j'ai donné ma carrière, je donne ma vie professionnelle à m'occuper de d'autres enfants qui, eux, sont malades. Fait que vous pouvez imaginer que pour un jeune enfant, il faut avoir il faut être bonne à expliquer un petit peu comme, tu sais, vous aussi, vous êtes important, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a quand même touchée, là. Mais oui, les histoires drôles, je veux dire, il y en a plein, là. Puis, ça fait partie du plaisir de travailler en pédiatrie. Les clowns de l'hôpital, ils se font un malin plaisir d'utiliser le personnel, surtout les médecins, comme pour leurs petits gags. Puis, on se ramasse souvent dans des drôles de situations. Puis, l'idée, c'est de jouer le jeu parce que, justement, ça fait rire les enfants et les parents. C'est vraiment intéressant. Sur les clowns. Mais Sur les clowns. sur les clowns. Mais ça, si la pédiatrie était un personnage de dessin animé, lequel serait ça et pourquoi? Moi, j'ai pensé à ça tantôt, puis je me suis arrêtée sur Inspecteur Gadget. Ah oui? Oui, parce que je pense que on réalise pas, mais les pédiatres, on a plein de petites choses qui sont souvent cachées sur nous, là, les collants dans les poches, les petits bonhommes et les petites lumières sur nos stéthoscopes, les vidéos là sur nos cellulaires là qu'on a déjà de prévues là parce qu'on sait que ça va occuper les enfants, les collants sur nos cartes qui sont faites exprès parce qu'il y a des animaux cachés. Puis je pense qu'on a aussi des otoscopes qui permettent de trouver des souris dans les oreilles. On a des stéthoscopes multicolores qui servent à plein de choses. Donc, on s'en sert comme marteau là, pour l'examen neurologique. On peut des fois faire des blagues avec les enfants, dire qu'on n'entend rien, examiner les genoux. Donc, je pense que on a beaucoup de trucs. On a beaucoup de gadgets qu'on utilise, puis je pense que tu sais, il y a toujours un tour de façon de se sortir d'une situation, une situation un peu difficile. Là. Je pense qu'on est des très polyvalents, comme tu sais, on a parlé beaucoup avec le groupe d'âge et tout ça. Ouais, j'ai décidé inspecteur gadget, qui était quelque chose que j'ai fait. J'espère que tu connais ce qu'il est. En fait, c'est vraiment intéressant parce que vous parlez d'inspecteur gadget. Je pense que c'est comme ça que je vais me présenter les prochaines fois à des enfants. À la place de dire, moi, je suis médecin, je viens te voir, je veux dire, je suis inspecteur gadget. J'ai plein de gadgets. Est-ce que tu veux que je te les montre? Oui, je pense que ça va marcher à 100%. Les enfants, ils sont tellement curieux, ils veulent tellement apprendre, ils vont adorer. Ils vont surtout te laisser les approcher, qui est la grande tâche principale du pédiatre, parce que si on veut écouter le cœur d'un enfant, il faut être capable de le faire et de le faire d'une façon efficace. En général, il faut que l'enfant nous laisse approcher. Ça c'est tout un défi. Puis tu sais, je suis vraiment comme à chaque fois que je vois les pédiatres approcher un enfant puis vraiment faire leurs examens, je suis comme wow. Il ou elle est bonne, genre Ou utilise des bons trucs. Oui. Je pense que c'est de quels trucs sont actuellement utilisés. Ouais. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour être là. Merci beaucoup pour tous ces mots de sagesse. Merci de votre écoute. Vous, l'audience. Donc, juste pour vous dire, si vous désirez aller vers une résidence reliée au Collège Royal, n'hésitez pas à devenir membre. C'est gratuit, puis ça vient avec plein de bénéfices. Donc, vous êtes le bienvenu. Et merci d'avoir écouté encore aujourd'hui et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Inspecteur Gadget. Merci.